Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 12 septembre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 178 du podcast. Et aujourd'hui, je vais revenir tout de suite sur la décision de la Banque du Canada qui a décidé de maintenir son taux directeur à 5%. Donc un peu qu'est-ce que je pense de ça et surtout qu'est-ce que je pense qu'ils vont faire dans les prochaines rencontres en octobre et en décembre. Ensuite, je veux parler du baril de pétrole brut qui, tant qu'à moi, va jouer un rôle important par rapport aux prochaines données de l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation. D'après moi, ça va être un des facteurs qui va faire une espèce de deuxième vague inflationniste, donc une espèce de remontée de l'IPC. Ensuite, je veux parler de l'augmentation des primes d'assurance. Donc, vous allez voir que les compagnies d'assurance vont monter vos primes annuelles, parler un peu de pourquoi ça arrive et les conséquences, évidemment, sur les finances personnelles. Et je vais terminer l'épisode avec les derniers résultats financiers des banques canadiennes et je vais parler également de l'action de Walt Disney. Donc, Walt Disney qui affiche pas des rendements très impressionnants depuis les dernières années. Donc, je vais parler de tout ça. Donc, je vais commencer tout de suite en revenant sur la décision de la Banque du Canada. Donc, c'était mercredi dernier. Ils ont décidé de maintenir le taux directeur. Ils n'ont pas fait d'augmentation. Et comme je l'avais dit dans le dernier épisode, c'est ça que j'anticipais. Sauf que ce que moi, je veux vous parler, en fait, c'est plus du fait que la semaine passée, avant l'annonce de la Banque du Canada, on a vu une couple de politiciens dont le premier ministre de l'Ontario, qui demandait en fait à la Banque du Canada de ne pas augmenter les taux d'intérêt. Mais je tiens à dire que l'institution, la Banque du Canada en soi, c'est censé être indépendant du gouvernement et ça ne doit pas se laisser influencer par les pressions politiques. Tu sais, leur mandat à la Banque du Canada, c'est de maintenir la stabilité des prix. Donc, en d'autres mots, contrôler l'inflation. Et il faut comprendre que la Banque du Canada n'a pas non plus 200 outils à sa disposition. Il y a principalement la politique monétaire, donc le resserrement quantitatif et jouer avec les taux d'intérêt. Fait que là, c'est sûr qu'avec la forte inflation, ils n'ont pas le choix de monter leur taux directeur pour réussir à ralentir l'économie puis freiner la pression sur les prix. Encore là, pensez pas que parce que 2-3 politiciens ont chialé, que c'est ça qui a poussé le gouverneur de la Banque du Canada à faire une pause puis à ne pas bouger son taux directeur. D'ailleurs, même si là, ça n'a pas bougé en septembre, je continue de penser qu'il va y avoir d'autres hausses du taux directeur. Donc, à court terme, je m'attends à une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année 2023. Donc, ça pourrait être le mois prochain en octobre. Sinon, d'après moi, ça va aller en décembre. Et ils vont justifier ces augmentations-là avec la deuxième vague inflationniste que j'anticipe. Et c'est ça qui m'amène à vous parler du baril de pétrole brut. En fait, je veux que vous portiez attention au prix du baril. On va regarder le WTI qui a dépassé 88$ US aujourd'hui même. Si on se penche du côté de l'analyse technique, si on regarde le graphique, encore une fois, ça indique un fort momentum haussier. Donc théoriquement, ça devrait continuer de monter. Le prochain niveau de résistance, encore une fois, on parle du WTI, ça se trouve autour de 90$ US. Et je vous rappelle que la dernière fois que le prix du pétrole brut a jumpé comme ça, l'administration Biden, donc aux États-Unis, ils ont décidé de vider la réserve stratégique de pétrole des États-Unis pour en fait augmenter l'offre dans le but de baisser le prix de l'essence pour les citoyens américains. Et depuis qu'ils ont commencé, ils ont retiré environ 260 millions de barils de pétrole brut. Sauf que là, il faut savoir que la réserve stratégique est à son plus bas niveau depuis 1983. Donc, je pense pas qu'ils vont avoir l'audace de reprendre cette stratégie-là, de puiser dans la réserve stratégique.
Et pour vous donner une idée de à quel point il n'en reste pas, ben, en cas de crise qui empêcherait les États-Unis d'importer du pétrole comme un embargo ou une catastrophe naturelle comme un ouragan ou peu importe, ben, avec la quantité actuelle de pétrole à sa disposition, les États-Unis tiendraient seulement 20 jours. Donc présentement, le pays est vraiment dépendant de l'importation de pétrole. Et l'autre chose à considérer, c'est que ce moment, ils veulent recommencer à remplir leurs réserves stratégiques, ce qui serait quand même une bonne chose. Ben, il faudrait qu'ils la jettent au prix actuel. Et là, encore une fois, cette mécanique-là, ça mettrait de la pression, une pression haussière sur la valeur du baril de pétrole brut. Donc, moi, c'est sûr que je pense que tous les éléments sont là pour que le baril de pétrole brut continue de monter. Et comme je l'ai déjà dit, ça, tant qu'à moi, c'est ça qui va faire repartir les chiffres de l'inflation à la hausse. D'après moi, les prochaines données de l'IPC en octobre, déjà là, ça va confirmer cette tendance-là. Et au fait, demain, on obtient l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août aux États-Unis. Et je m'attends à voir déjà le taux d'inflation remonter, poussé justement par le prix du baril de pétrole brut. Sinon, pour s'en aller dans un autre sujet, un autre coût qui est à considérer dans votre budget, c'est la hausse des primes d'assurance qui va se poursuivre. Donc, on en a déjà connu cette année, en 2022, et je vous avertis tout de suite, vous allez voir encore une fois vos primes annuelles fortement augmenter à votre prochain renouvellement d'assurance, que ce soit de l'assurance auto ou habitation. Et en fait, il y a deux raisons derrière ça. Premièrement, il y a eu toutes les inondations, les tornades, les feux de forêt, toutes les catastrophes naturelles qui ont causé énormément de dommages, des dégâts qui cumulent à peu près plusieurs milliards de dollars. Déjà l'an passé, le montant des pertes assurées il avait atteint 3,1 milliards. Et là, cette année, avec les feux de forêt qui sont d'une ampleur sans précédent, ça s'annonce encore très coûteux pour les assureurs. Et là, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à l'inflation. La hausse des prix, ça fait en sorte que les réparations coûtent de plus en plus cher. Donc, ça va venir augmenter considérablement les factures à payer de la part des compagnies d'assurance en cas de réclamation. Donc, pour maintenir leur santé financière, les assureurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, en fait, resserrer leur gestion du risque. Et pour faire ça, ils vont, premièrement, augmenter les primes. Donc, ça va coûter plus cher aux gens de s'assurer. Et deuxièmement, ils vont être également plus restrictifs par rapport aux conditions de renouvellement de leur couverture. Donc, ils vont peut-être exclure une coupe d'affaires ou normalement, il y a des choses qui étaient incluses que là, il va y avoir des frais additionnels, ça peut être du côté des franchises à payer, etc. Mais bref, présentement, les assureurs n'ont pas le choix d'apporter des modifications au niveau de leurs primes, au niveau de leurs conditions de couverture parce que, comme je vous dis, la facture est salée pour les compagnies d'assurance depuis les 2-3 dernières années. Et là, si on regarde du côté des compagnies d'assurance qui sont cotées en bourse, on peut penser à Intact Assurance, qui est le plus gros assureur de dommages au Canada. Il y a aussi Manulife, Industrial Alliance, Sun Life, il y a aussi Great West. Mais bref, en regardant les résultats financiers de ces compagnies-là, on a pu voir des pertes assez élevées pour les 2 premiers trimestres de 2023. Et ça, nécessairement, ça va venir affecter leur rentabilité sur l'année complète. Malgré tout ça, le fait que les assurances sont obligatoires, c'est sûr que ça aide pas mal les assureurs parce que ça leur permet d'augmenter leurs tarifs sans perdre leur clientèle. Encore là, ça ne veut pas dire non plus de hausser les primes sans bon sens parce que faut que tu restes quand même compétitif parce que sinon tu vas perdre tes clients qui vont aller voir un concurrent. Mais en résumé, l'industrie de l'assurance, ça reste une industrie qui est très intéressante pour les investisseurs. Et si on regarde au niveau des titres des compagnies d'assurance,
la plupart, ils vont offrir des rendements de dividendes qui vont de 2 à 6%, donc ce qui est pas mal. Par contre, si on oublie plus l'aspect investissement, c'est sûr que pour les particuliers et les entreprises, le fait que les primes d'assurance augmentent comme ça, c'est sûr que ça va venir faire mal au budget. Et ça, comme je vous dis, ça va continuer. Les augmentations vont se poursuivre dans la prochaine année. Donc, soyez conscients de cet aspect-là. Les assurances vont vous coûter plus cher, que ce soit pour les assurances de votre maison ou de votre voiture. Sinon, si on reste dans le secteur des services financiers, récemment, c'était les résultats financiers des banques canadiennes et que ce soit avec la Banque Royale, la TD, Banque nationale, BMO, etc., on a pu constater qu'ils ont continué de mettre beaucoup d'argent dans les provisions pour mauvaises créances. Donc ça, c'est des réserves au cas où il y a du monde qui ne sont pas capables de rembourser leurs prêts. Et tu sais, les banques ne sont pas aveugles. Ils voient bien l'état des finances personnelles de leurs clients. Et là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se préparent, tant qu'à moi, pour le prochain round de renouvellement hypothécaire. Tu sais, dans le dernier épisode, je vous ai expliqué sommairement c'était quoi l'amortissement négatif. Donc, je le répète, en fait, c'est les propriétaires qui ont un prêt hypothécaire à taux variable, mais à paiement fixe, et que leur versement hypothécaire n'arrive pas à couvrir même pas la portion intérêt. Donc, ces propriétaires-là, leur solde hypothécaire, au lieu de descendre, il monte. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas super intéressant. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là, ils vont avoir une hausse très, très significative de leur versement hypothécaire parce que quand ils vont renouveler leur terme, il va se passer deux choses. Premièrement, comme je vous ai dit, le solde hypothécaire, il ne va pas avoir descendu, il va avoir monté. Donc, ce qui reste de l'hypothèque est encore plus élevé qu'initialement. Et l'autre chose, c'est que les taux d'intérêt vont être rendus, en théorie, pas loin de 6%. Donc, c'est sûr que là, ça fait une grosse différence au niveau des paiements. Et personnellement, je pense pas qu'il va y avoir tant de monde qui vont devoir perdre leur maison parce que sont pas en mesure de faire leur paiement. Je pense que ça va être quand même une minorité de personnes. Je pense que la plupart des ménages, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont couper sur tout le reste. Toutes les dépenses discrétionnaires, ils vont couper n'importe où juste pour être sûr de ne pas perdre leur maison. Tu sais, l'hypothèque, souvent, c'est en haut de la liste de priorités de paiement. Si c'est ta maison, tu habites là-dedans, tu veux pas non plus te retrouver à la rue. Fait que je pense pas qu'on va avoir une crise du côté de l'immobilier puis que là, il va y avoir des maisons à vendre un peu partout à perte puis que tout le monde aura plus de maison. C'est pas ça l'idée. Tant qu'à moi, c'est plus le fait que justement, les gens vont devoir couper sur leurs dépenses pour se concentrer sur le remboursement de leur hypothèque. Et ça, c'est principalement ce changement d'habitude de consommation-là qui va mener à la récession de 2024. Du moins, c'est ce que je pense. Je considère que le ralentissement du côté des dépenses pour les consommateurs, c'est ça qui va venir mettre un frein à l'économie canadienne. Et c'est pour ça que dans la mi-année 2024, je pense que c'est là qu'il va se produire une contraction assez importante de l'économie. Déjà, dans le dernier trimestre, du côté du PIB, on a une contraction de 0,2%. C'est pas grand-chose, mais déjà, tant qu'à moi, c'est un signe précurseur qu'on se dirige réellement vers un ralentissement économique. Et pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des actions de Walt Disney. Donc, vous le savez déjà, je suis actionnaire de l'entreprise depuis 2020. Mon prix d'achat moyen pour mon portefeuille il est à 100$ et quelques sous. Donc, vous pouvez comprendre que le titre est présentement dans le rouge pour mon portefeuille à long terme. Et si vous regardez le graphique de l'action de Disney, vous allez voir que le prix de l'action il est retourné au prix qui était en 2014. Donc, ça, autrement dit, c'est l'équivalent de quasiment une décennie complète sans aucune croissance en termes de capitalisation boursière. Donc ça, c'est sûr que c'est une grosse sous-performance de la part de Disney. Et il y a une couple de raisons derrière ça. Entre autres, récemment,
Il y a la grève des scénaristes et des acteurs. Ça vient évidemment paralyser la production de contenu de tous les services de streaming. On peut penser à Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV. Et dans le fond, je vous explique sommairement c'est quoi l'enjeu. C'est que d'une part, il y a les scénaristes qui produisent les textes, tout ça, des films et des séries. Et eux autres, ils considèrent qu'ils sont sous-payés par rapport à ce que ça va générer pour les compagnies qui vont distribuer justement les films et les séries. Et ensuite de ça, en plus des scénaristes, il y a les acteurs d'Hollywood qui se joignent un peu au mouvement parce que eux autres aussi, ils ont l'impression de ne pas recevoir leur juste rémunération. Je vous explique, je donne un exemple concret. Là. On prend la série Breaking Bad qui est sur Netflix. Les acteurs qui ont joué dans la série, ben, ils n'ont reçu aucune compensation monétaire de la part de Netflix, même si cette série-là a connu un énorme succès et que ça a attiré des millions d'utilisateurs à Netflix. Donc ça, c'est le même principe pour toutes les compagnies qui offrent du streaming. Et ça, en fait, ça cause un problème généralisé par rapport aux acteurs et aux scénaristes. Mais là, en plus de ça, la dernière nouvelle qui a fait chuter le titre de Walt Disney, c'est la dispute avec Charter Communications, qui est en fait une compagnie de câblo-distribution qui fournit entre autres la chaîne ESPN, la chaîne ABC, donc toutes ces chaînes-là qui appartiennent évidemment à Disney. Et ESPN, tout le monde connaît ça un peu, là, c'est la chaîne qui présente les événements sportifs en direct. On peut penser au tennis, au football, UFC, etc. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Charter Communications, ils ont décidé de couper l'accès aux chaînes de Disney, donc entre autres ESPN, ils ont coupé l'accès à leurs abonnés. Donc, depuis le 1er septembre, les abonnés ne pouvaient pas regarder ces postes de télévision-là. Et le but de ça, c'était de mettre la pression sur les négociations avec Disney pour trouver une entente par rapport aux tarifs que devait payer Charter pour avoir accès aux chaînes de Disney. Et là, il faut savoir que Charter était même prête à renoncer aux chaînes de Disney comme ESPN puis ABC. Par contre, hier matin, les deux compagnies, donc Disney et Charter, ils ont trouvé un terrain d'entente. Et là, la chaîne ESPN qui est revenue en ligne pour les abonnés de Charter. Et ça, juste avant le début de la NFL, le lundi soir, qui est le classique Monday Night Football. Donc, c'est réglé avec Charter. Mais tu sais, reste que la vraie problématique derrière ça, c'est que les téléspectateurs, ils délaissent la télévision câblée au profit des services de streaming continu comme Netflix. Et le peu de monde qui reste à regarder la télé, c'est pour le sport en direct et les nouvelles. Donc, des compagnies comme Charter puis Comcast, eux autres se retrouvent en difficulté. Et là, ils doivent trouver des solutions assez rapidement avant de devenir désuets puis qu'ils doivent finalement fermer leurs portes. Donc, pas besoin de vous dire que personnellement, je suis pas actionnaire dans une entreprise qui est basée sur la câblo-distribution. Tout ça pour dire qu'il faut que Disney fasse un gros move prochainement parce que là, le titre il devient de moins en moins attrayant pour les investisseurs. Il faut que Disney regagne de la profitabilité. Il faut que les opérations soient plus rentables. Il faudrait ultimement que la compagnie se remette à verser des dividendes à leurs actionnaires. Ils le faisaient dans le passé, ils ont arrêté en 2020. Je pense que les actionnaires d'une compagnie comme ça, d'une compagnie qui date d'un certain nombre d'années, ils veulent avoir une certaine part des bénéfices. Et également, il faut qu'il y ait une croissance du côté de leur chiffre, de leur profit, pour que, ultimement, le prix de l'action se remette à monter, puis que le titre recommence à offrir du rendement à ses actionnaires, parce qu'ultimement, si tu investis dans une compagnie, c'est pour dégager du gain capital, recevoir des dividendes trimestriels. Et présentement, Disney, depuis 10 ans, c'est pas ce que l'action nous offre. 10 ans, ça reste un horizon de placement qui est quand même assez long. Donc, je donne encore une chance à Disney. Je reste actionnaire de l'entreprise, mais j'ai hâte de voir si le PDG, Bob Iger, va trouver une solution pour justement
que l'entreprise retourne vers de la profitabilité et redevienne un titre attrayant pour les investisseurs. Donc, je termine l'épisode là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous aimez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.